Donc, bonjour à ceux qui, Bon. qui viennent d'arriver. On se met en place, on voit qu'on a un petit message. Ah. Bonjour de Bastien. Eh bien, bonjour Bastien. Bienvenue. Hop. On va attendre quelques minutes. Parce qu'actuellement, on voit le nombre de participants. Oui, 16. Oui, 16 participants. Voilà, on prend un petit peu l'outil en main, hein, désolée. Coucou Marie, Bastien de Barcelone. Bonjour à tous. On est ravis de vous avoir ce matin. Peut-être qu'on peut faire on peut peut-être commencer là. En introduction, voilà, il y avait une présentation du cluster pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on va débuter par ça, ça fera venir les retardataires. Donc voilà, pour introduire, on est très content de vous avoir parmi nous de manière digitale. Voilà. C'est un petit test aussi pour nous, ce webinaire. On a eu l'impression que c'était un format qui vous convenait bien parce que la région est quand même pas mal étendue. Donc, pouvoir se connecter depuis Clermont-Ferrand ou depuis la Savoie, plutôt que de prendre sa voiture, apparemment, ça a bien plu. Et puis, on verra effectivement au niveau de ce format si on développe, si on est amené à développer une nouvelle thématique. Et n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours en fin de webinaire via le chat. On est à votre disposition pour répondre à vos questions et voir si effectivement ce format vous convient. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui, on va parler sur les chiffres du marché bio. Donc, c'est vraiment les derniers chiffres. Caroline est allée récemment à Paris au niveau de la journée LSA, notamment pour recueillir des chiffres vraiment tout frais. Elle vous exposera donc cela. Ensuite, les consommateurs bio, parce que c'est quand même intéressant de connaître votre client, ses attentes, la diversité des consommateurs. Et on finira sur les enjeux et perspectives à venir, de manière à ce que vous puissiez vous positionner et adapter vos produits en conséquence. Attendez, hop. Non. Mais on va la débrancher. Ok, donc nos secteurs d'activité, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on travaille sur l'alimentaire, la cosmétique, le textile et les produits de détergence, avec une majorité quand même de membres au niveau du secteur de l'alimentaire. Au niveau des membres, donc là, on en compte près de 300 avec tout l'écosystème. C'est ça qui est riche au niveau des interactions. Majoritairement des transformateurs et des distributeurs bio, mais aussi des centres de compétences, des organisations professionnelles, des partenaires publics, quelques producteurs, quelques artisans, quelques restaurateurs. Et nos missions, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vraiment un accompagnement global de l'entreprise, c'est-à-dire dès que l'entreprise souhaite développer un produit bio à travers des journées comme Se lancer en bio, mais aussi vu le contexte, quand on recherche de la matière première, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme une insuffisance de l'offre par rapport aux besoins. Donc, il y a un besoin de sourcer des producteurs. Donc, là, c'est plus particulièrement au niveau de l'équipe Lucie et moi-même qui s'occupons de cette partie-là. Pour toute entreprise, une recherche de financement. Donc, on vous accompagne sur les financements qui sont spécifiques au bio. Un besoin d'innover constamment. Donc, là, ce sera plutôt l'organe qui est sur le volet innovation. Un besoin également de formation, donc on vous propose tout au long de l'année toute une gamme de formations. Un besoin également de vendre ses produits, donc de commercialiser, de rencontrer des acheteurs, que ce soit des acheteurs nationaux, internationaux ou plus locaux. Et puis un besoin de positionner sa marque, d'animer sa marque, de communiquer à travers notamment la communauté Bio Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'international, si je me permets, oui. Qui est un volet important pour les entreprises qui sont en développement pour aller aussi vers d'autres marchés. Désolée. Tout à fait, pas de problème. Donc Caroline est en charge de l'international. Voilà, je me permets aussi. Donc concrètement, comment ça se traduit au niveau des actions? Alors l'agenda à venir. Donc, on sera présent au salon VitaFoods avec 7 entreprises. Donc, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que le cluster achète des espaces sur les salons pour vous les proposer à des tarifs préférentiels. Ensuite, on vous proposera des formations, donc formation inbound marketing. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Mais sinon, c'est l'occasion d'en savoir plus sur le sujet, une formation sur la RSE. Et puis notre assemblée générale, le 18 juin,
avec une conférence sur le défi des emballages pour le secteur bio. On voit que c'est un sujet quand même assez complexe et il y a pas mal de besoins parmi nos membres. Donc l'idée, c'est d'approfondir un petit peu tout ça à travers différents témoignages et des témoignages aussi d'entreprises qui ont fait des tests, on va dire, sur des nouveaux types d'emballages. Il y aura une rencontre également avec Biocoop le 27 juin. Cette année, petite nouveauté, seuls les produits nouveaux, innovants ou encore des porteurs de projets pourront avoir des rencontres individuelles avec les personnes de Biocoop dans l'objectif d'avoir plus de temps pour échanger avec ces personnes-là, puisque des produits, on va dire, courants qu'ils connaissent déjà, il y a déjà des temps en fait dédiés pour ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur ajoutée au niveau de cette journée-là. Et une rencontre avec des acheteurs internationaux, donc d'Allemagne, de République tchèque et de Pologne, le lendemain, le 28 juin. Voilà, dernier point au niveau de la présentation du cluster, c'est les BioM Days, donc Business and Innovation for Organic Products. Ça aura lieu le 1er et 2 avril 2020, donc je vous invite déjà à noter la date. Et on a retenu déjà le titre, le fil rouge de l'édition. Ce sera comment ancrer durablement la croissance du bio. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de passer au sujet d'aujourd'hui avec Caroline. Voilà. Donc, merci Mariété pour cette présentation du cluster. Donc, aujourd'hui, on vous propose cette présentation en 3 volets. Un, le marché des produits bio. Donc, comme l'a dit Mariété, connaître les derniers chiffres, les tendances. Avec un deuxième volet sur le consommateur. Qui est-il? Ses habitudes d'achat, parce que c'est vraiment très important pour vous de le connaître. Et enfin, quels sont les enjeux qui sont liés à tout ce qu'on aura dit? Et pour terminer, une ouverture sur quel cap du coup prendre pour le bio en 2020. Alors tout d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir une photographie du contexte global en fait de la vente des achats des produits de grande consommation. On constate que 2018, il y a vraiment une baisse des volumes achetés et d'ailleurs qui n'avait jamais été atteinte depuis 5 ans. On est à moins 0,8. Donc, dans ce contexte-là, on peut déterminer 4 facteurs de cette chute de la consommation. Donc, c'est tout d'abord un facteur démographique, avec une population qui est vieillissante et aussi qui croît de façon modérée. Les repas aussi qui sont plutôt déstructurés, qui sont pris également à l'extérieur parce qu'on constate une croissance de la restauration commerciale. Des shoppers aussi, les consommateurs qui achètent du coup, qui sont multicanaux, qui fragmentent leurs achats. Et enfin, l'émergence vraiment, ça c'est une tendance de fond d'une consommation qui est responsable et du coup moins d'achats pour éviter le gaspillage. Donc, par rapport à cela, il y a vraiment l'émergence d'un nouveau modèle de consommation. Le bio est en phase avec cela, avec des produits et des marques aussi qui sont différentes, avec vraiment des PME qui sont dynamiques et qui répondent aux attentes des consommateurs. Le bio tire le marché. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, 68% de la croissance du chiffre d'affaires 2018 des produits de grande consommation passe par le bio. Donc, le bio, c'est la locomotive et c'est très dynamique. Donc, c'est le segment star de l'agroalimentaire avec une croissance multipliée par 2 en 5 ans. Ça représente 4% des produits de grande consommation et c'est 61 articles par an et par foyer. Donc, en parallèle à cela, il y a vraiment également une croissance, et ça c'est important de le souligner, des cosmétiques bio. Alors, quelques chiffres, sur ces IRI de 2018, donc l'évolution du chiffre d'affaires de l'hygiène beauté bio, c'est à plus 35%, alors qu'en parallèle, c'est à moins 2,3% pour le non bio. Plus 35% en bio, moins 2,3% pour le non bio. Donc, c'est vraiment fort. D'ailleurs, on peut voir aussi qu'il y a des marques qui saisissent bien l'opportunité, notamment des grandes marques comme Garnier ou L'Oréal qui sortent leurs produits en bio.
Donc, quand on fait un petit peu un focus sur les catégories des cosmétiques bio, donc on voit que toutes les catégories sont en croissance à 2 chiffres et notamment, je vous ai souligné l'hygiène corporelle et les capillaires. Donc, c'est une croissance aussi qui est transversale. Évidemment, le bio attire tous les acteurs, que ce soit au niveau des lieux de vente, avec évidemment la GMS et la distribution spécialisée. Il y a de plus en plus de catégories qui sont concernées par le bio. Et c'est vraiment aussi toutes les marques qui se positionnent sur le bio. 2018, c'est réellement l'année des grandes marques en bio. Donc, vous voyez, j'ai mis des exemples comme le sandwich Dona Bio, les Chocapic Bio, un produit L'Oréal en bio. Hier, Adrien nous a envoyé une photo de la vache qui rit en bio. Donc, le bio est vraiment partout et les grandes marques vraiment sortent constamment de nouveaux produits. Donc, il faut bien l'avoir en tête. À savoir aussi que l'offre alimentaire, évidemment, elle commence à être saturée, mais il y a encore de la place pour les cosmétiques. Donc, une offre bio qui croît, pardon, il y a une petite faute d'orthographe. La croissance est boostée par l'augmentation de l'offre. Quand on voit la courbe vert foncé, le nombre de références, pardon. Donc, c'est vraiment un marché qui est extrêmement dynamique. Et quand on s'intéresse au circuit de distribution, on voit que le drive reste très, très dynamique et surreprésenté. Pourquoi ? C'est déjà qu'il est en adéquation avec les consommateurs et leurs habitudes. Et surtout, ce qui est important à noter, c'est que 100% des consommateurs qui ont réalisé leurs achats en drive ont acheté un produit bio. Donc, c'est vraiment très, très intéressant à noter. Donc, le drive qui est toujours très dynamique. Au niveau de la distribution, la répartition du marché par réseau. Donc, vous pouvez constater que la GMS et la distribution spécialisée se partagent largement la part du gâteau avec 45% pour la GMS, 35% pour la distribution spécialisée et ensuite, c'est les ventes directes. Si on s'intéresse à la distribution spécialisée, donc là, vous avez un classement des leaders de la distribution spécialisée avec, sans surprise, en première position Biocop qui a quand même 33% de part de marché. Si on met les indépendants et autres groupements à part, c'est La Vie Claire qui arrive en deuxième position. Donc ça, c'était un classement de LSA de juin 2018. Et en bas de tableau, vous pouvez retrouver d'autres enseignes qui sont quand même bien placées et qui ont leur siège en région. La distribution spécialisée, elle est vraiment en phase avec les demandes des consommateurs. Si vous regardez plus attentivement cette slide, vous regardez les raisons de fréquentation des magasins bio, c'est avant tout pour la qualité des produits et l'exclusivité des produits. Et pourquoi les consommateurs ne fréquentent pas du coup les magasins de la distri spécialisée? Le frein principal, c'est une question, enfin les freins principaux, c'est vraiment des questions de budget. Donc, c'est intéressant de le voir. Ensuite, donc ça, c'est de la distribution spécialisée. Là, on va s'intéresser à la GMS. Donc, les deux lignes en verte, donc c'est les produits de grande consommation frais libre-service bio. Il y en a une, c'est sur les hypermarchés, supermarchés, et l'autre, c'est hypermarché, supermarché et supermarché, dominance, marque propre, proxy et drive. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, on y répondra en fin de session. Vous voyez que le phénomène décolle complètement à partir de 2016. Et aussi que, en même temps, il y a vraiment une chute c'est vraiment flat au niveau du conventionnel.
Au niveau des catégories, des parts de marché, qu'est-ce qui marche le plus sur le bio? Alors attention avec un bémol, hein, c'est hors fruits et légumes. Donc en 1, c'est la diététique, 2, c'est les infusions, 3, c'est les œufs, et puis je vous laisse consulter la fin de ce classement. Donc après, il faut un petit peu pondérer parce qu'il faut savoir qu'en bio, les MDD représentent 50% du marché. Donc, on disait aussi que 2018, c'était vraiment l'année des grandes marques. Là, c'est vraiment flagrant sur cette slide et tous les exemples que les grandes marques ont, enfin, des produits que les grandes marques, pardon, ont sortis. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment tous les produits du quotidien, des céréales, de l'huile, du jambon. Donc, les marques se positionnent de manière très forte. Et on peut voir qu'au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires sur les produits bio, les très grands groupes sont à 50%, les PME à 30%. Et c'est vraiment très dynamique et les sorties sont constantes. Les sorties de produits sont constantes. Et aussi, pour la première fois, il y a une référence bio qui est apparue dans le top 10 des meilleurs lancements de 2018, qui est encadré. Là, c'est le beurre bio, c'est qui le patron? Donc, ça traduit vraiment cette dynamique à l'ensemble du secteur. Donc, voici pour le marché. Donc, c'est important de se dire que 2018, c'est l'arrivée des grandes marques sur le bio. Il y en a de partout. C'est un secteur qui reste très dynamique. Mais du coup, en parallèle de cela, qui consomme bio? Qui sont les consommateurs? Quelles sont leurs attentes? Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, le consommateur bio, il a des attentes. Il est, on est vraiment dans un contexte déjà où les Français sont vraiment très vigilants quant à leur alimentation. Vous voyez que 52% des Français aspirent à consommer mieux, alors qu'en parallèle, les marques de produits de grande consommation n'ont plus la confiance des Français. Donc, il y a ça d'un côté, mais d'un autre côté, le consommateur a fait face à de nombreux scandales. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe, de nombreux scandales alimentaires depuis quelques années. Du coup, ça a façonné sa façon de consommer et le bio est devenu une véritable valeur refuge. On peut voir par exemple, il y a eu une étude il y a quelques années qui est sortie qui faisait le lien entre les déos, sels d'aluminium et le cancer du sein. Lorsque cette étude est sortie, on a pu voir les chiffres de la conso des déodorants, donc avec des sels d'aluminium qui a complètement chuté, et en parallèle, la vente de déodorants bio qui s'est envolée. Donc voilà, ça apparaît vraiment comme une valeur refuge. Donc, le premier critère de consommation de produits bio, comme vous pouvez le voir, c'est à 69% pour préserver sa santé, suivi de la qualité et du goût des produits, et enfin de préserver l'environnement. Donc, on est vraiment dans un contexte où on a besoin de consommer plus sainement et il y a une hausse de consommation dans toutes les catégories du mieux manger. Alors, le bio fait partie de cela, mais pas que le sans lactose, le sans gluten, le végétal, etc. Donc, le bio, c'est un label de confiance qui est en adéquation avec les attentes des consommateurs en 2018. Vous voyez, selon le baromètre 2018 de l'agence bio, que 82% font confiance aux produits bio. Mais en 2019, on voit que la confiance est un petit peu effritée. C'est une confiance qui est mitigée, et notamment sur les informations fournies sur les produits biologiques. Les Français déclarent ne pas avoir assez d'informations sur l'origine des produits. 63% quand même, c'est pas neutre, sur la réglementation en agriculture biologique. Donc, il y a une réelle question là-dessus. Et sur le contrôle aussi des produits biologiques. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Faut vraiment l'avoir en tête. C'est des chiffres qui sont très parlants et qui sont très parlants. Donc, qui sont les consommateurs bio? En fait, c'est un peu tout le monde. C'est toutes les cibles vraiment contribuent à la croissance des produits bio. Après, il y a
les familles avec bébés et les millennials qui se démarquent là-dedans, mais c'est vraiment tout le monde qui est consommateur de produits bio. En particulier, donc, il y a la génération Z, donc c'est la génération née à partir de 2000. Elle, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils sont plus attachés à la consommation des produits bio pour des raisons qui ne sont pas forcément leur santé, mais pour des raisons qui sont éthiques et sociales et aussi de bien-être animal. Donc eux, ils ne pensent pas forcément à eux, à leur santé, mais ils pensent aux autres. Donc c'est quand même intéressant de le souligner. Donc tous acheteurs de bio, mais c'est ce qu'on voit, c'est vraiment un groupe qui est assez hétérogène parce que 61% de la clientèle du bio en alimentaire n'est pas acquis à cette cause. Comme vous pouvez le voir, 16% le bio, bon, acheté, mais sans réelle conviction. Et à 45%, le bio, mais comme l'une des réponses au bien manger. Et en parallèle, il y a 39% du bio qui est vraiment comme une philosophie de vie. Donc ensuite, concernant les freins à l'achat de produits bio alimentaires. En premier, c'est trop cher, c'est le prix, c'est un véritable frein. Mais regardez en position numéro 2, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est que le bio ne garantit pas l'absence de pesticides à 40%. Donc, ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Il y a vraiment un sentiment de défiance quant aux garanties apportées par le bio sur les pesticides, mais aussi sur l'origine. Parce qu'en 4 aussi, les produits bio ne sont pas garantis origine France et peuvent venir de loin. Donc ça, c'est vraiment pour les freins de la consommation de produits bio. Alors après, le potentiel de croissance, bien sûr, il est toujours là parce que même les gros acheteurs de bio qui ont 14% de part de bio dans leur panier peuvent encore être fidélisés et on peut encore augmenter cette part-là. Donc, il y a quand même, il y a bien sûr de l'espoir, mais à condition aussi de bien communiquer sur ces produits. Il y a aussi une attente forte, ça c'est intéressant à noter aussi, de bio chez les artisans commerçants de proximité. Si vous regardez en bas à gauche de la slide, 26% c'était les lieux d'achat actuels et après les attentes de consommation bio concernant ces circuits. Donc de 26%, ça passe à 49%. Donc il y a une réelle attente là-dessus. Toujours les Français et le bio, donc c'est vraiment un nouveau modèle de consommation, une consommation qui est éco-responsable et qui va aussi dans les achats non alimentaires avec, comme vous pouvez le voir, ce classement, les produits d'entretien ménager, cosmétiques et hygiène, le jardinage et également le textile. Donc le consommateur, il est éduqué, il est engagé dans sa vie quotidienne. Et là, il y a 7 types distincts, voilà, pour terminer sur le volet consommateur, 7 types distincts de Français qui consomment bio. Donc, à gauche, du moins de consommateurs, les jeunes citadins un peu attachés. À droite, ceux qui sont beaucoup plus consommateurs et qui sont vraiment des citoyens ambassadeurs du bio et qui sont complètement convaincus. Donc, je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Donc, on a parlé du marché, du consommateur. Donc, il y a plein de choses qui se révèlent et qui sont intéressantes pour nous, pour tout l'écosystème du bio. Donc, je vous propose, par rapport à tout ce qu'on a vu, quels sont les enjeux et du coup les perspectives pour être en phase avec tout cela. Donc, on a repris les 6 enjeux et défis clés que Xerfi avait publiés en 2018, qui sont totalement en phase avec ce qu'on vient de dire. Donc, je vous les énumère. Donc, c'est s'adapter aux attentes des néoconvertis, tirer parti de l'engouement autour des produits véganes et sans, remédier à l'insuffisance de l'offre, œuvrer pour l'accessibilité sans tomber dans le bio au rabais, défendre sa singularité et juguler le risque de banalisation du bio et se prémunir contre les risques de scandales sanitaires. Alors, s'adapter aux attentes des néoconvertis. Donc, on voit, il y a quand même
démocratisation du bio, on est tous consommateurs de bio, mais il y a notamment ces jeunes parents, ces nouveaux consommateurs qui, eux, veulent vraiment de l'accessibilité, qui veulent de la facilité. Donc, ce qui est très important pour eux, c'est notamment des offres en drive, des offres en snacking, des offres de proximité. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est le e-commerce, parce que c'est vraiment devenu un canal de distribution qui est incontournable et du coup, qui opère même une métamorphose du marché de l'alimentaire en France. Au niveau des produits bio, c'est le 5e circuit de distribution. Donc, ils ont besoin de ça. En parallèle, ils ont aussi besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés vis-à-vis de leur santé et également au niveau de la transparence des produits. On sait que, que les codes ont été bousculés, que ce ne sont pas seulement des consommateurs, mais des consommateurs qui vont aller télécharger des applis, vérifier tout ce qu'il y a dans le produit. C'est également des consommateurs qui sont très, très sensibles à l'origine, au Made in France. Et du coup, l'offre locale, pour eux, c'est très, très important. Donc, deuxième enjeu, tirer parti de l'engouement autour des produits sains et véganes. Donc, le bio, c'est 5% du panier alimentaire. Donc, il y a un véritable challenge avec toutes les offres du mieux manger, vegan, local, sain, etc. Donc, le bio a vraiment une place à prendre pour être vraiment le porte-drapeau des produits sains. Et ensuite, du coup, c'est toi. Alors, excusez-moi là. Voilà, sur cette petite partie, étant très en lien avec les filières, c'est moi qui vous présente cet enjeu, qui est de remédier à l'insuffisance de l'offre. Donc, le contexte, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même un déficit au niveau de la matière première par rapport aux besoins des transformateurs, des distributeurs et par rapport à la croissance aussi des consommateurs qui réclament en fait plus vite que ce que les exploitations peuvent fournir, puisqu'il y a quand même des délais de conversion, qu'au niveau de la psychologie des producteurs, passer en bio, c'est pas rien. C'est changer complètement de système au niveau de la technicité, c'est prendre des risques. Et donc, ça ne peut pas être aussi rapide que ce que le marché souhaiterait. Donc, l'offre des producteurs est actuellement peu structurée. Pourquoi ? Parce que historiquement, en fait, les producteurs bio se sont inscrits un petit peu en opposition par rapport au circuit traditionnel, conventionnel, au schéma. Plutôt en souhaitant plus d'autonomie, en gérant également leur commercialisation avec beaucoup de ventes directes. Et du coup, le marché commence à se structurer pour fournir des volumes qui soient plus adaptés aux semi-gros, aux gros, fournir les transformateurs, fournir les distributeurs, mais ça se fait petit à petit. Et par ailleurs, donc ça c'est au niveau du contexte de l'agriculture, en fait il y a une crise quand même au niveau de la passation des exploitations agricoles. C'est pas évident de trouver des repreneurs, donc ça c'est un contexte global qui n'est pas spécifique au bio, mais dont le bio est également impacté. Donc les conséquences, c'est que les filières sont tendues, puisqu'il y a quand même un déficit de l'offre. On n'a pas présenté les chiffres sur l'importation, mais on a pu voir que sur les 2 dernières années, ces importations sont reparties à la hausse. Donc, il y a à peu près 30% des produits qui sont importés. Et ça, il y a quand même de la communication médiatique. Le consommateur est au courant et a peur de ces importations. C'est un frein d'ailleurs à l'achat de produits bio. Donc, on l'a vu juste avant. Et le risque, c'est un moindre contrôle sur l'origine des imports. Donc, c'est un risque de scandale sanitaire, auquel cas toute la filière serait décrédibilisée. Et on voit que cette confiance a déjà été un petit peu égrenée, on l'a vu sur les derniers chiffres. Et un risque également sur les marges. Donc ensuite, quelles sont un petit peu les solutions ? Donc il y a des solutions qui viennent des institutionnels, des pouvoirs publics, avec un appui financier pour structurer les filières et le doublement en fait du fonds Avenir Bio, qui est un fonds de l'Agence Bio pour aider à la structuration des filières. Il est aujourd'hui à 8 millions d'euros, il était à 4 millions d'euros pour ce travail de structuration des filières. Et au niveau des chiffres, on est à 6,5% de la surface agricole utile en bio. Donc 6,5%, c'est quand même faible. Le bio, on en parle beaucoup, mais ça reste peu au niveau des exploitations. Et avec un objectif qui soit supérieur à 8% en 2022. Donc voilà, ça va, on espère que ça va croître, mais ça ne va pas pouvoir non plus faire un boom. Il faut du temps.
Quelles sont les solutions qu'ont trouvées donc, les distributeurs et les transformateurs dans ce contexte pour trouver de la matière première? Donc, voici quelques exemples pour vous inspirer. Au niveau des distributeurs, donc l'acteur historique Biocoop, ça fait déjà plusieurs années, on va dire, qu'ils travaillent de concert, puisqu'au niveau de la coopérative, il y a également des producteurs, il y a également des transformateurs pour développer ces matières premières. Ils ont mis en place déjà un fonds spécifique Biocoop qui s'appelle Défi Bio, donc un petit peu selon le même principe que le fonds de l'avenir bio, pour impulser, en fait, aider les agriculteurs à se mettre en place et sécuriser leurs matières premières en contractualisant une partie des débouchés qui seront en place. Ce qui est développé également, c'est la vente de produits en conversion, puisque le potentiel, il n'est pas sur des agriculteurs déjà bio, mais sur des agriculteurs qui sont en conventionnel, pour trouver de la nouvelle matière première bio. Donc l'idée, c'est d'identifier ces producteurs conventionnels qui souhaitent se convertir, de leur acheter à un prix qui soit intéressant durant la phase de conversion, et de poursuivre ensuite avec eux l'aventure une fois que les produits sont bio. On peut voir l'exemple de Naturéo qui propose aux consommateurs d'arrondir son ticket de caisse, en fait, et cette partie-là est reversée à un agriculteur bio pour l'aider au niveau de la conversion. Après, vous avez vu, je pense, toute l'action Act for Food de Carrefour qui travaille déjà depuis un petit moment sur ce sujet-là, avec une priorité à l'origine France. Ils sont en test sur la saisonnalité, de proposer des fruits et des légumes de saison sur 4 magasins. Et ils ont déjà contractualisé avec un certain nombre de producteurs, de coopératives sur pas mal de filières. Donc les distributeurs avancent fortement sur ce volet-là, sécurisent, contractualisent avec des contrats qui vont entre 3 et 5 ans. L'exemple également de Leclerc qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a une grosse communication qui est faite sur Récoltons l'avenir, qui est une gamme de produits en conversion. Et l'avantage, on va dire, de Leclerc par rapport à Biocoop, c'est qu'il peut se permettre de valoriser la première année de conversion. La première année de conversion, on ne peut pas dire que le produit est en conversion, c'est qu'à partir de la deuxième année. Mais Leclerc peut la distribuer en matière conventionnelle, non bio, alors que Biocoop, ne proposant que des produits bio, ne peut pas le faire. Donc en valorisant à un prix plus rémunérateur les produits en conversion et ensuite en sécurisant une fois qu'ils sont bio. Ensuite, au niveau des transformateurs, au niveau des initiatives récentes, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la campagne de crowdfunding de Blédina qui est faite sur Mimosa. Donc, comment ça se passe? Ce sont des producteurs actuels de Blédina qui expliquent un petit peu leur projet. Donc, il y a un projet d'achat de machines, par exemple, et qui demandent pour cela du financement auprès des consommateurs. Et pour chaque euro versé par un consommateur, Blédina abonde à hauteur du même montant, donc 1 euro pour 1 euro versé. L'autre exemple très récent, c'est la labellisation Fair for Life, qui est un label à la fois RSE et commerce équitable de les Prairies Bio, donc qui est une filiale de Danone, avec des contrats qui sont sur 5 ans. Donc vraiment, voilà, un engagement quand même assez long terme. Et avec, donc dans les principes du commerce équitable, il y a un montant qui est reversé pour de la structuration de l'organisation des producteurs. Donc là, c'est du commerce équitable qu'on appelle Nord-Nord. Et il y a 2% du montant qui sera reversé pour de la structuration des filières. Autre exemple assez impactant et récent, c'est celui de McDo. Donc un opérateur, là on voit qu'on est vraiment sur des distributeurs, des restaurateurs qui sont très offensifs, qui ont bien senti cette demande du consommateur sur le bio et qui sont là et qui répondent présents et qui contractualisent et qui sont présents sur les filières. Donc ça peut paraître assez surprenant. Et donc il y a 4,5 millions de litres de lait qui sont contractualisés actuellement avec Biolay pour la gamme de glace qui s'appelle Les Frappés et qui sera en vente en novembre 2019.
Voilà quelques exemples sur ce sujet-là. Je te laisse. Merci Marité. Donc ça, c'était pour l'enjeu remédier à l'insuffisance de l'offre. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de défis qui nous attendent, mais plein de choses aussi et plein de solutions. Donc ça, c'est très positif. Pour l'enjeu œuvrer pour l'accessibilité sans tomber dans le bio au rabais, alors, ce qui est important, c'est de jouer le jeu de la promotion. C'est important parce qu'en opportunité, évidemment, on recrute plus de consommateurs, on sort de l'image qui est un petit peu élitiste, enfin qui l'était, tout en restant compétitif. Par contre, ça peut vraiment être risqué pour décevoir les clients qui sont fidèles depuis de nombreuses années, course au pouvoir d'achat, des baisses de marge, évidemment aussi. Mais c'est vrai qu'aussi des prix qui tirent vers le bas, ça détruit vraiment la valeur du produit. Et ça, c'est vraiment dommage et ça serait vraiment aussi très dommage d'en arriver là. La semaine dernière, à la journée LSA, il y avait un représentant de la FNSEA qui a dit que vraiment, il y a eu un traumatisme. Il a vraiment employé ce mot, un traumatisme, quand Carrefour avait sorti son lait à moins d'1 euro. Je ne sais plus si c'était 87 centimes ou quelque chose comme ça. Et c'était ce prix bas, ça les a vraiment choqués. Donc attention à, oui, des produits qui sont accessibles et pour tous, mais attention parce que ça peut vraiment créer des choses comme des traumatismes. Ensuite, aussi proposer pour œuvrer pour l'accessibilité sans tomber dans le bio au rabais, c'est vraiment proposer des offres qui soient responsables en impliquant le consommateur. Vraiment, le consommateur, il a besoin il est en quête de sens. Donc, ça peut être avec l'intégration d'une logique RSE. Et on peut voir que la marque C'est qui le patron, la marque des consommateurs, vraiment cartonne. Elle était dans le top 10 des meilleurs lancements de 2018. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Alors, pour l'enjeu défendre sa singularité et juguler le risque de banalisation du bio, comme on dit, le consommateur, il est en quête de sens et je pense qu'il y a vraiment le besoin d'aller vers un bio plus qui répond à ses attentes. Si vous vous rappelez la slide des générations Z, les millennials, qui eux, ils sont vraiment acquis à la cause du bio, pas pour leur santé, mais vraiment, comme vous le voyez, le bien-être animal, le soutien aux agriculteurs, l'origine France aussi, c'est vraiment un aspect à ne pas négliger qui est très important pour les consommateurs. Et tout ce nouveau, cette émergence de tendance, les zéro déchets, éviter le gaspillage, etc., c'est très important pour le consommateur. Et enfin, donc, dernier enjeu, se prémunir contre les scandales sanitaires. Donc, on est sur un marché qui est dynamique. On a des acteurs, on l'a vu, les grandes marques qui se positionnent toutes, qui sont de plus en plus nombreux. Donc, évidemment, il y a des convoitises, des risques qui sont multipliés au niveau des fraudes et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a vraiment un besoin de transparence, de traçabilité des produits, aller vraiment vers un bio qui est vertueux. Donc, on a vu le marché, la dynamique, les acteurs, les consommateurs, qui ils sont, ce qu'ils attendent, tous les enjeux, les défis qui nous attendent. Du coup, on peut se poser la question, quel cap pour le bio en 2020 ? Donc, on commence par des chiffres. Les projections sur le bio, donc selon IRI, c'est au niveau de l'alimentaire, c'est à 7% à horizon 2021. La beauté à 3,2 fin 2019. Donc, de la croissance. Donc, le bio, il est vraiment un tournant de son histoire. Il y a 3 dimensions très, très importantes à prendre en compte. Un, c'est rassurer. On l'a vu, la transparence, l'origine, le local, cette véritable peur des pesticides. Donc, il faut que le bio réponde à cette anxiété et rassure les consommateurs. Le deuxième point, c'est vraiment s'engager au-delà du bio, co-construire avec le consommateur, avoir une démarche vertueuse, impliquer vraiment une logique qui est RSE dans ses produits. Et enfin, élargir le champ des promesses
l'offre du mieux manger. Et une chose qui est très importante, on est en France, on aime manger, on aime le plaisir. Donc le plaisir est vraiment important dans tout cela. Donc on en a fini pour ce matin. Donc merci beaucoup de votre attention. Et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Regardez les questions. Il y a aussi... Bonjour à tous. Ah non, il y a aussi alors Tristan. Oui, Tristan, il y a aussi la formation sur les négociations commerciales. Tout à fait, 2 jours. Inscrit, tout à fait. Alors, je réponds juste à Tristan sur la formation. Donc, c'est 2 jours, une journée où on fait focus GMS et une journée où on fait focus réseau spécialisé. Parce que ce n'est pas la même façon d'aborder les négociations. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de le faire en 2 jours. Bonjour, la présentation sera-t-elle envoyée aux participants? Oui, bien sûr, vous l'aurez tous et on aura aussi un replay. Cette présentation a été enregistrée, donc si vous voulez la réécouter, vous pouvez. Alors, qu'est-ce qu'on entend par catégorie diététique? C'est ici. Qu'est-ce qu'on entend par catégorie diététique dans le top 10 bio? Eh bien, très bonne question. Là-dessus, il faut que je me renseigne pour avoir une réponse qui soit très claire, parce qu'effectivement, la diététique, ça peut être, c'est assez large. Donc, ça, je la note et Virginie, je te répondrai plus particulièrement sur ce point-là, parce que j'ai pas l'info très précise et j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, je me le note tout de suite. Alors, ensuite, vous parlez du RSE, sans vraiment le détailler. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Alors oui, avec plaisir, puisque moi je m'occupe de la RSE. Donc voilà, donc concrètement, sur la RSE, qu'est-ce qu'on voit au niveau des entreprises bio? Il y a, on va dire, 3 labels qui sont utilisés en priorité ou majoritairement par nos membres. Donc pour nos membres transformateurs qui vont vendre à des clients, la distribution spécialisée, ça va être plutôt bio-entreprise durable sur le référentiel du coup bio-entreprise durable, mais qui est celui de l'ISO 26000, décliné pour des petites PME, parce que les normes ISO, c'est quand même un petit peu costaud. Donc là, l'idée, c'est que ce soit plus accessible pour les petites entreprises. Il y a également le label donc PME+, entrepreneur plus engagé, ça a changé de nom là récemment, de la FEF. Donc ça, c'est plutôt pour des entreprises qui vont vendre en grande distribution. Et puis, alors, c'est pas un label, il y a Bicorp aussi, mais là, c'est vraiment plutôt pour des grosses entreprises du type, comme on l'a vu, Danone, les Prairies Bio, qui sont et Bicorp et qui vont aller sur le commerce équitable et du coup, qui sont Fair for Life. Et justement, Fair for Life, en fait, il y a la partie Fair qui est commerce équitable, la partie For Life qui a un référentiel sur la RSE. Et l'idée, c'est quand on fait du commerce équitable de faire la RSE, du coup, il y a une fusion des 2 labels pour avoir Fair for Life qui intègre des critères RSE au niveau de la labellisation. C'est le cas aussi pour le label commerce équitable de Biopartenaire qui a intégré une partie RSE au niveau du référentiel. Voilà, je ne sais pas. Alors, moi, je voulais rebondir sur ce que dit Yvan, sur le paradoxe des consommateurs. Alors, vous dites qu'ils veulent du local, mais achètent du riz basmati, du riz thaï, des mangues, des graines de chia, des bananes. C'est les bananes bio. Donc, au niveau de la saisonnalité, et puis même de l'empreinte écologique, c'est pas terrible. C'est sûr, le client est schizophrène, ça on peut le dire. Il est complètement paradoxal. L'origine France est très importante pour lui, mais en parallèle, ça, c'est clair et net. C'est clair et net, mais faut faire avec et lui proposer une offre qui est complète. Mais effectivement, moi, je suis complètement d'accord avec vous. De la part. Qu'en est-il du e-commerce? Alors, tu veux rebondir sur quelque chose avant? Sinon, il y a Bastien qui a... Il y a Tristan aussi. Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc, la question Tristan, on voit la baisse de la croissance de Biocoop. Est-ce la même chose pour les magasins spécialisés? D'où vient cette baisse? Alors, moi, je vais peut-être juste donner quelques chiffres que j'ai, puis tu complètes, Caroline.
Donc, ce qu'on voit au niveau de la croissance des magasins spécialisés, elle est beaucoup faite par les ouvertures, en fait. Et à surface constante, ben, les chiffres ne sont pas forcément, il n'y a pas forcément une grosse croissance. Je crois qu'on est autour de 5% au niveau de la croissance à ce niveau-là. Donc oui, on sent que on commence peut-être à arriver à une certaine maturité du marché et quand même à une certaine peut-être saturation, je ne sais pas. Oui, et puis comme on l'a vu, tout le monde se positionne sur la croissance transversale au niveau des lieux de vente. Il y a la distribution spécialisée d'un côté, mais il y a également même les émanations, j'ai envie de dire, de la GMS ils sont très offensifs. Donc effectivement, du coup, ça dilue un petit peu tout cela. Je pense que tu es le premier à voir sur certains secteurs, quand tu vends tes produits, tu vas avoir un Biocoop, en face un Satoris, à côté dans la même rue un Naturalia ou un La Vie Claire. Donc forcément, au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu compliqué. Là, récemment, sur Albertville, il y a eu l'ouverture, historiquement, il y a eu Satoris, il y a eu l'ouverture d'un gros Biocoop, il y a L'Eau Vive également, donc il y en a eu 3 là en même pas un an, ça commence à faire un petit peu du moins. Alors Bastien, dans la part de marché par canal de distribution, par exemple 40%, ah oui, pour la distribution spécialisée, qu'en est-il du e-commerce? Dans quel canal de distribution rentre-t-il? Spécialisé, conventionnel, direct ou autre? Très bonne question, je vois très bien le graphique dont tu parles, le e-commerce. En fait, c'est par réseau ce camembert, donc il faudrait que je reprenne la slide, mais je pense pas qu'il est dedans. Mais c'est vrai que tiens, si tu pendant que je cherche dans mes notes. Alors moi je vais prendre la question d'après du coup pendant que Caroline cherche. Donc de Louis Breuer, Cosmos, le besoin du 100% français est-il aussi présent dans le domaine de la cosmétique sur la partie matière première et non fabrication? Donc complètement en fait, Louis, il y a plusieurs exemples. Le plus récent, c'est celui de la Provençale Bio, donc c'est L'Oréal qui a lancé sa marque en fait spécialisée bio. Et pour cela, elle avait un cahier des charges très très précis. Elle voulait en fait, un producteur qui soit de Provence, qui fasse de l'huile d'olive, donc c'est déjà une AOC, il me semble, origine, matière première précise. Ensuite, en plus bio, et en plus qui va y vendre pour la cosmétique, parce que quand on fait faut se mettre un peu dans la psychologie d'un producteur. Quand on fait de l'huile d'olive en Provence, on n'a pas forcément envie de vendre ces produits pour qu'ils partent en cosmétique. Et après, tout le marketing, en fait, est fait complètement sur cette matière première, oui, française, mais encore plus de Provence, pour faire rêver le consommateur. Et c'est une gamme qui marche très, très bien, avec un bon lancement. Voilà, c'est l'exemple de L'Oréal. Après, il y a des plus petits. Alors, il y a Pulpe de fruits qui fait des cosmétiques à base de fruits également sur la région de Provence. Donc, il y a aussi une vraie attente au niveau du consommateur, au niveau des cosmétiques, d'avoir des ingrédients français et encore plus français, si possible régionaux. Et il y a, on voit les fabricants d'ingrédients qui recherchent aussi, puisque le français a quand même une très bonne image aussi à l'export. Et là, si on peut avoir Provence en plus, que Provence c'est quand même au niveau marketing, je pense, assez intéressant à l'export également. Juste Bastien, dans le camembert, je pense que le e-commerce n'est pas pris en compte, dans ces chiffres-là. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir, de mettre en relation les points de vente et justement le e-commerce. Mais là, ça c'est pas pris en compte dans ce camembert. On a une question d'Emmanuel Réa. La décroissance des volumes de vente, des consommations au profit du mieux manger, baisse des volumes, PVM, premiumisation des marchés, impacte-t-elle aussi le bio?
Bon, je réfléchis 2 secondes. Moi, Je pense que non, parce que justement, ce qu'on disait au tout départ dans les consommateurs, dans la partie consommateur, en fait, les consommateurs, c'était vraiment une courbe descendante, font effectivement de moins en moins confiance au PGC. Donc, du coup, les achètent moins. C'était flagrant là en introduction avec le moins 0,8%. Et en fait, je pense que le bio, au contraire, ils vont aller vers le bio des produits pour eux qui les rassurent. Donc, du coup, je ne pense pas que ça impacte le bio parce que c'est vraiment le marché qui tire la croissance du marché global, en fait. je pense que le bio, il est dans la catégorie du mieux manger. Du coup, il n'y a pas d'effet de C'est ça. déconsommation, puisqu'il est. Et je dirais presque peut-être pas au contraire. Mais en fait, ce qui se développe beaucoup, on le voit, c'est les grandes surfaces. Et du coup, beaucoup de MDD peut-être plus accessibles parce qu'on voit que le principal frein, c'est le prix. Donc, un fort développement des MDD qui permettent de mieux manger à un tarif plus accessible. J'espère qu'on a répondu à votre question. C'est vrai que c'est comment dire, compliqué quand c'est à l'écrit et c'est vrai que c'est sympa aussi de se parler, mais bon, c'est le jeu. Alors Marie, tu nous dis dans une slide, nous voyons que les consos n'ont pas toujours confiance dans l'appellation bio. Biocoop et La Vie Claire ont des chartes bio au-delà des organismes certificateurs. Les consommateurs sont-ils assez informés là-dessus? Alors là, ça vaudrait vraiment, vraiment la peine de faire une étude parce que c'est vrai que tous les logos qu'on peut avoir sur des produits, ça a tendance, moi je pense à plutôt amener de la confusion qu'autre chose. Après ça, je pense que c'est eux qui peuvent te donner des infos car en tant que producteur, nous avons des contrôles supplémentaires. Le bio du réseau SPE devrait donc plus rassurer les consommateurs. De Marie Garcia. C'était, à mon avis, ça a tout à fait raison. Je ne pense pas que ni les consommateurs et ni même, puisqu'en fait j'étais intervenue auprès d'acheteurs, de distributeurs pour leur expliquer un petit peu justement les cahiers des charges et eux-mêmes en fait ne connaissaient pas les contraintes supplémentaires, notamment de Biocoop, et en bénéficier parce qu'indirectement, forcément, une marque qui veut vendre au niveau des magasins spécialisés bio. On a vu Biocoop, il représente 33%. Donc, elle fait son produit pour répondre au cahier des charges de Biocoop. Et derrière, les autres clients bénéficient d'avoir un cahier des charges plus exigeant parce qu'ils ne vont pas faire un autre produit moins exigeant pour les autres marques. Mais je pense que c'est pas du tout. Enfin, il y a encore des efforts à faire au niveau de la communication. Ils n'ont pas les moyens des grandes surfaces pour le faire. La Vie Claire a commencé un petit peu à communiquer sur tout ce qui est réseaux sociaux. Mais voilà, c'est juste un petit peu les prémices. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu pour que ce soit renforcé cette communication au niveau des cahiers des charges plus précis. Le clean label est une vraie tendance dans les produits agroalimentaires. Qu'en est-il avec le bio? Très bonne question. C'est vrai qu'il existe tout un tas de signes, de labels comme le zéro résidu de pesticides, enfin tout ce qu'on vient d'évoquer, en fait, ça fleurit. Donc c'est que, comme on l'a vu, hein, et puis du coup ça fait le lien avec la question d'après, il y a une défiance, c'est clair, on a besoin d'être rassuré. Après, au niveau du bio, pour l'instant, qu'en est-il au niveau du bio? Moi, c'est l'idéal, effectivement, d'avoir un produit avec le moins, même s'il y a quelques additifs autorisés en bio, c'est d'avoir un produit qui soit le plus proche du fait maison. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus cohérent d'avoir une bio qui se rapproche au maximum de ce qui peut être fait à la maison. On l'a vu, tout cet aspect cohérence avec la RSE, avec des emballages qui soient responsables. Quand on voit un petit peu le bio plus, on voit que le bio est la norme. Donc forcément, il va falloir se démarquer et se positionner en étant au-delà du strict cahier des charges. Bon, alors, je vois, Bastien, que tu allais faire tes recherches, vous ne nous épargnez pas. Moi, alors, les données que j'ai, je ne peux pas faire mieux, ça date de la semaine si, dernière. là-dessus, effectivement, moi aussi, ça m'a surpris, c'est 4,4. Je Challenge. pense que c'est par rapport à IRI et que c'est peut-être que les produits qui sont en grande surface. Puisqu'on voit qu'il y a à peu près la moitié qui est en grande surface et donc 4, la moitié de 8, ça semble cohérent. Alors, les chiffres, c'est sûr, c'est à la fois simple et compliqué parce qu'il y a vraiment des questions de contexte, vraiment voir dans quelle catégorie on se trouve. Donc après, moi, je vais regarder ce que tu dis par rapport à ce que j'ai, mais moi, c'est une source qui date de la semaine dernière.
Mais c'est vrai que du tu simple au double, regarderas, mais je ouais. pense que ça concerne. L'étude a été faite sur peut-être les tickets de caisse de grande surface, donc sur les 4, sur les Ouais, ventes en mais grande IRI, surface, je crois que c'est tout circuit, donc c'est pour ça parce que les que chiffres on Agence n'a Bio sont pas, ah voilà, on effectivement. n'a pas les chiffres du réseau MSB. Ouais, donc en effet, Voilà. les chiffres ne concernent que la GMS, mais je crois que c'est Merci. marqué sur la slide. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est la Et GMS. les derniers chiffres en train d'être peaufinés par l'Agence Bio, on dépasserait les 9 milliards d'euros, Bastien. Voilà. Et on passerait le cap symbolique des 5% au niveau de la consommation bio. Voilà, mais ils sont Qui n'est encore pas, en fait, pas 5% qui reste quand même minoritaires. encore peu. Hein. Merci, bah de rien. Bio, et c'est qui le patron? Quelles opportunités de nouveaux produits avez-vous pu identifier pour les produits transformés? Bio, et c'est qui le patron? Bio, et c'est qui le patron? C'est-à-dire, je comprends pas, enfin, je comprends la dernière partie de la question. Quelles opportunités de nouveaux produits? Moi, ce que j'ai entendu et ce qu'on constate au niveau des catégories, c'est qu'au niveau de l'alimentaire, les catégories commencent à être réellement saturées. L'offre est déjà bien complète. Et par contre, je veux bien que vous précisiez bio et c'est qui le patron, parce que ça, je ne comprends pas. Je prends la question d'après pendant qu'il y a des précisions pour éclairer ouais. Caroline. Donc, le zéro résidu de pesticides est-il une solution sérieuse et viable qui peut challenger à terme le bio? Donc, effectivement, on sent que la question est, un petit peu stratégique. Ça vient un petit peu embêter les opérateurs bio. Cette question, elle est un petit peu complexe. Et notamment dans le cadre de la nouvelle réglementation bio qui sera en place en 2021, où les États membres n'étaient pas tous d'accord en se disant il faut une obligation de résultat, il faut qu'on mette des seuils clairs de déclassement. Pour l'instant, en bio, il y a une obligation de moyens. On peut effectivement, et comme au niveau médiatique, on peut le voir, on peut retrouver des résidus de pesticides parce que les champs bio ne sont pas séparés des autres champs et que l'eau ruisselle. Et voilà, donc c'est une question qui est un petit peu complexe. On voit que le consommateur, c'est important pour lui, cette question d'avoir une garantie de ne pas avoir de pesticides, et notamment ceux pour qui l'achat du bio, c'est par rapport à leur santé et c'est pour se prémunir des pesticides. Après, sur le zéro résidu de pesticides, un petit peu les détracteurs disent voilà, effectivement, peut-être qu'on n'en trouve pas, mais on peut très bien effectivement en utiliser pendant la culture. C'est juste qu'ils ne sont pas rémanents, on ne les trouve pas. Donc par rapport à l'aspect environnemental, effectivement, c'est pas forcément terrible. Après, on ne les trouve pas, peut-être ça dépend ce qu'on cherche, parce qu'en fait, zéro résidu de pesticides ne veut pas communiquer qu'est-ce qui est autorisé ou pas pendant les cultures. Donc, il y a quand même une zone d'ombre et c'est quand même un petit peu flou. Donc, si c'est amené à se développer, je pense que les médias vont creuser un petit peu plus et peut-être perdre aussi la confiance des consommateurs côté zéro résidu de pesticides. C'est vrai que tout ce qui est analyse, c'est compliqué. Il y a des seuils de détection, il faut savoir voilà ce qu'on cherche. Et puis si quand même on a mis des produits en culture, on ne sait pas trop après l'effet cocktail qu'il y aura derrière. Donc je ne sais pas si la confiance va se maintenir sur du long terme, mais ce serait compliqué d'avoir une boule de cristal pour savoir comment le zéro résidu de pesticides va se positionner à terme vis-à-vis du bio. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question, sachant qu'en plus, c'est le zéro résidu de pesticides. C'est quelque chose qui plaît parce qu'il y a la peur de vraiment ces pesticides. Donc, c'est une vraie question. Alexandra, merci pour la précision. Quelles sont les opportunités de développer un produit bio avec le label C'est qui le patron? Alors, ce n'est pas un label, C'est qui le patron? C'est une marque de consommateurs dans une gamme de produits transformés, exemple céréales, petit déjeuner. Je pense qu'il faut leur poser la question directement à eux.
Je pense que c'est eux qui auront les réponses les plus précises. Moi, je vous propose qu'on prenne une ou deux questions pour respecter le timing. En tout cas, merci vraiment pour tout ce que vous avez apporté pour enrichir le débat. C'est vraiment aussi le but de ce webinaire. Donc, on est vraiment ravis de votre participation et de toutes vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une dernière question ? Alors, est-ce que les labels comme meilleurs produits bio, produits de l'année sont intéressants pour les produits bio? Mathilde. Est-ce que c'est intéressant? Merci tout le monde. Ouais, merci. Je réponds quand même à Mathilde qui a posé une question qui est intéressante. Donc, sur les meilleurs produits bio, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est intéressant, mais notamment en termes de communication, parce que c'est des consommateurs aussi qui ont voté pour ces produits. Ça apporte réellement un soutien aux petites marques, notamment pour se mettre sur le devant et faire parler de leurs produits. Donc, de ce sens-là, moi, je trouve que c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a échangé de vive voix? Oui, pas de souci. Donc, pour information, il y a sur le webinaire, je ne sais pas s'il est toujours là, Tristan, qui est d'ailleurs meilleur produit bio de l'année dans sa catégorie pour l'huile essentielle de Ravensara. Bravo. Voilà, bravo Tristan. Oui, je suis là. Et donc, je me fais un peu ton porte-voix vu que tu n'as pas la voix. Ne t'entends pas. Tu m'avais fait un retour dans ton cas très positif par rapport à ce dispositif, notamment pour les jeunes pousses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frais de dossier, donc c'est vrai qu'il y a juste un investissement au niveau des produits pour que les consommateurs puissent les tester. Donc après, ça apporte effectivement une belle visibilité. En termes de communication, les magasins sont contents de mettre les petits stop rayons, les petites étiquettes. Et puis je pense que pour... Ça parle bien aussi, un meilleur produit bio, c'est bien mis en valeur et... Enfin, je sais pas, tu peux peut-être nous dire, toi, l'impact que ça a eu. Est-ce que ça a eu d'ailleurs, moi j'ai une question, est-ce que ça a eu un impact sur tes ventes, du coup, cette distinction? Tristan, si tu peux nous répondre. Ou sinon, plus tard, hein, c'est pas Et après, un retour peut-être un petit peu plus mitigé d'autres entreprises pas en dispositif jeunes pousses. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aspect aussi un petit peu notoriété par rapport aux consommateurs. Donc, on voit que les grandes marques ont souvent des prix et les plus petites, c'est pas évident de faire sa place par rapport à un consommateur quand voilà, elle n'a pas l'habitude de le consommer, tout est nouveau. Et du coup, forcément, elles sont un petit peu déçues quand elles ont investi, payé les frais de dossier, envoyé des échantillons et que derrière, il n'y a aucune valorisation qui en ressort. Voilà, c'est un petit peu comme tout concours aussi. Alors, est-ce qu'on a une toute dernière question? Par contre, alors, on voit Tristan pas. a répondu, Ah oui, on intègre Naturalia et effectivement, c'est un partenariat avec Greenwiz. Merci beaucoup. Non, moi, je suis... Au niveau de l'édition dernière de meilleurs produits bio de l'année, c'est parrainé par Greenwiz et du coup, il y avait un référencement chez Greenwiz. Alors ça, c'est super positif. Par contre, on ne voit pas encore vraiment l'effet sur le consommateur. Oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est toujours très, très difficile à mesurer ce genre de choses. Mais bon, après, peut-être que les mois passants, tu pourras nous faire un retour peut-être plus complet là-dessus. Est-ce que développer le vegan ne présente pas un risque pour les filières? Besoin de fertilisation pour le maraîchage? Pour les filières, alors comme ça, de but en blanc, développer le vegan, non. Enfin, besoin de fertilisation, oui, il y a des besoins de fertilisation. Après, il y a d'autres manières, il y a des engrais verts, par exemple, au niveau du maraîchage. Enfin, voilà, comme ça, là, c'est un petit peu difficile de répondre à la question, mais d'un point de vue environnemental, la tendance végane, végétarienne, alors c'est plutôt flexitarien, en fait, c'est pas vraiment plus du tout de viande, c'est en consommer moins, de meilleure qualité, donc il y aura toujours des élevages. Et effectivement, l'idéal, c'est d'avoir sur un même territoire à la fois des éleveurs qui peuvent donner du fumier aux exploitations qui, le fumier sert justement d'engrais pour faire pousser les plantes. Enfin, un petit cours d'agronomie très rapide voilà, sur un même territoire. Après, déjà, c'est des choses qui sont
pas toujours facile à avoir avec les systèmes intégrés. Mais voilà, je ne vois pas de danger, on va dire, à court terme par rapport au développement du vegan. Bien, on va à une dernière question. Qu'en est-il du vrac bio en GMS réseau SP? C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé Alors, du c'est vrai vrac. qu'on n'a pas Ouais. parlé du vrac. On ne peut pas parler tout, malheureusement. Après, le vrac, c'est vraiment une proposition d'offre aux consommateurs qui plaît énormément, avec notamment tout ce qui est le zéro déchet, qui est une tendance qui se développe de plus en plus. Donc, évidemment, en réseau SP, le vrac est bien mieux développé qu'en GMS. Mais d'après les dernières choses qu'on a pu entendre, la GMS va se positionner aussi là-dessus pour répondre aux attentes des consommateurs. Donc, on n'a pas les chiffres là tout de suite, mais cependant, c'est vraiment, en tout cas en GMS, quelque chose qui va se développer. C'est une vraie opportunité, hein, le Ah oui. vrac. Alors, il y a peu de chiffres. D'ailleurs, on réfléchissait là par rapport au Blind Days à faire une étude, parce qu'il y a des études, mais elles datent de l'ADEME 2012. Il y a peu de chiffres récents sur cette tendance du vrac. Donc, on réfléchissait à en mettre une en place de manière à la présenter en 2020. Ce qui est sûr, c'est que le nombre d'épiceries 100% vrac se développe de plus en plus. Que ça marche, qu'il y a un véritable besoin, qu'il y a encore des produits qui ne sont pas disponibles en vrac. Donc, c'est une opportunité de se positionner pour les opérateurs bio. Qu'il y a des opérateurs, alors il y a des magasins qui sont 100% vrac et qui privilégient le vrac au bio. Alors, ils vont, par exemple, il y a des sirops, pas trouvé des sirops bio en vrac, et du coup, ils avaient pris un sirop en vrac, en bag-in-box en fait, hein, c'est pour que les gens viennent avec leur bouteille, qui est conventionnel, mais voilà, en vrac. Et on a fait remonter le besoin à un des adhérents qui est bigalé et qui vient de sortir son sirop bio en vrac. Et c'est un beau succès parce que du coup, il déréférence la personne qui n'est pas bio pour mettre le fournisseur bio. Et c'est tout un réseau, en fait, ces épiceries en vrac. Donc, elles changent toutes de fournisseurs et c'est une petite niche, en fait, mais qui représente une belle opportunité pour nos membres, effectivement, transformateurs. Super. Merci Marité pour cette réponse bien complète. Merci à tous. On va chacun du coup commencer à travailler, commencer à travailler, commencer nos journées. On est à vos dispositions pour des précisions. J'ai effectivement repris ma slide du début avec les 4,4 milliards d'euros et c'est bien noté. Effectivement, j'aurais dû le préciser qu'on était dans l'environnement GMS. Donc, voilà, c'est une première. On s'améliore. Ah, merci. Évidemment. L'article sur le vrac paru dans les Échos. Ok, et si vous pouvez nous le transmettre, ou sinon on cherchera. Mais ok, très bien, on regardera après. Généralement, les articles, ils font pas d'études, donc il faut voir sur quelles études ils se basent pour les chiffres. Je vous l'envoie. Super. Parfait, merci beaucoup. Bon, merci à tous. On vous souhaite une excellente journée et encore une fois, à votre disposition pour tout complément d'information. Et oups, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et comme l'a dit Laure, vous aurez le replay de la vidéo, la présentation. Donc, on vous remercie. On a été vraiment ravis de vous faire cette présentation ce matin et d'échanger avec vous. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir.